De la météo sur France 3 avec les audioprothésistes Entendre. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le Journal des Alpes. Voici tout de suite les principaux titres que nous allons développer. À la Ravoire en Savoie, les parents d'élèves ont bloqué l'accès au collège Edmond Rostand. Ils ne veulent pas entendre parler de la future réforme du collège qui doit entrer en vigueur en septembre prochain. Une de nos équipes était sur place ce matin. Nous reviendrons également sur l'accident très spectaculaire de Loris Baz, une chute à moto à près de 300 km/h en Malaisie. Le pilote haut-savoyard s'en sort avec seulement quelques contusions. Il est l'invité de ce journal. Et puis du côté de la météo, quelques éclaircies, mais toujours également des averses et de la neige en montagne. Température maximale jusqu'à 8 degrés cet après-midi. Pour débuter ce journal, donc cette action coup de poing ce matin en Savoie des parents d'élèves du collège Edmond Rostand à la Ravoire. Ils ont bloqué l'accès des élèves à l'établissement. Ils protestaient contre la réforme du collège qui doit être appliquée à la rentrée de septembre. Sur place, Bernard Portugal, Yves Mariglot. Des parents d'élèves, des enseignants et des élus, main dans la main. 8 h ce matin devant le collège Edmond Rostand de la Ravoire. Pancartes, banderoles et slogans repris en chœur par les élèves pour un blocage symbolique. L'objectif des manifestants, dénoncer une réforme des collèges jugée inégalitaire et injuste. Pour notre collège, nous perdons l'année prochaine notre classe bilingue, notre classe euro, l'option DP3, on perd du latin, on perd des heures d'enseignement fondamental. On nous parle de moyens à mettre en place au niveau numérique, mais on n'a même pas d'ordinateur qui fonctionne et de connexion Internet qui marche. Donc on ne voit vraiment pas ce qu'on va avoir l'année prochaine, si ce n'est une perte des élèves et de la fuite du public vers le privé et de moins en moins de moyens pour nos enfants. Moins de moyens, moins d'heures auprès des élèves et des conditions de travail détériorées. Ce matin, plusieurs enseignants ne cachaient pas leur inquiétude à quelques mois de la mise en application de la réforme. Première victime selon eux, les élèves et notamment ceux en difficulté. La réforme du collège prévoit que les élèves de SECPA, donc les élèves en très grande difficulté scolaire, soient inclus dans les classes ordinaires. Or, pour mettre en place cette réforme, le collège, en général, a obtenu 2h45. Nous n'avons pas de moyens supplémentaires. Et là, le risque, c'est de les diluer dans des classes ordinaires où ils vont être complètement perdus. Et on va les noyer un peu plus. Afin de se faire entendre, les manifestants ont rédigé une lettre ouverte adressée à la ministre de l'Éducation nationale. Un courrier dans lequel ils demandent notamment d'être reçus à Paris par Najat Vallaud-Belkacem. Il n'exclut pas de manifester de nouveau dans les prochaines semaines. Dans l'actualité également, la visite dans l'Isère d'Alain Juppé aujourd'hui et demain. Visite de campagne en vue des primaires à droite en novembre prochain. Alain Juppé, vous le voyez, a été accueilli en fin de matinée à Grenoble par Jean-Pierre Barbier, le président du conseil départemental. Il doit rencontrer cet après-midi des étudiants en école de commerce. Je vous propose de l'écouter au micro de Marie Michelier. J'attends avec beaucoup d'intérêt cette rencontre avec, je crois, 700 ou 800 étudiants. Donc, pour parler notamment de mon livre sur l'État fort. Voilà. Dans ce département qui est nouvellement à droite aussi, c'est un signal. Écoutez, je suis très heureux de saluer cette victoire qui nous a fait plaisir à tous. Et puis nous allons parler, j'imagine, ici avec les élus aussi de la réforme territoriale, la nouvelle région, la place du département. Donc je ne doute pas qu'on aura beaucoup de choses à se dire. Et Alain Juppé animera un meeting ce soir dans les salons du Stade des Alpes à Grenoble. Au chapitre justice, 2 ans de prison avec sursis, 20 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité requis à l'encontre de Marie-Christine Tardy. L'ancienne maire de Mélan était jugée hier devant le tribunal correctionnel de Grenoble, aux côtés de son mari, pour prise illégale d'intérêt. Le jugement a été mis en délibéré au 5 avril. Je vous propose d'écouter l'un des avocats des parties civiles. Il était important de répondre en temps et en heure à ce qui étaient les accusations, à savoir prise illégale d'intérêt, recel de prise illégale d'intérêt et même corruption à un moment donné. Et elle s'est tout le temps victimisée, elle et son époux. Alors peut-être à raison, peut-être que cette argumentation portera ses fruits au niveau du tribunal. Mais je crois que c'est une erreur. Je crois que trop de sensiblerie n'est pas une bonne chose. Je crois qu'effectivement on avait un débat technique et les citoyens de Mélan s'attendaient à des réponses claires et nettes et non pas une discussion de comptoir comme ça a pu être le cas à un moment donné.
Autoriser ou pas l'abattage de plus de loups, c'est le ministère de l'écologie qui tranchera. Hier, le Conseil national de protection de la nature examinait la demande des éleveurs exaspérés par les attaques du canidé. Le dialogue reste difficile avec les défenseurs de l'environnement. Jean-Christophe Pain, Frédéric Pasquette. Septembre 2015, suite à la séquestration de la direction du parc de la Vanoise, les éleveurs obtiennent du préfet le prélèvement de 6 loups jusqu'en mars. À ce jour, 3 ont été abattus en Savoie, plus 1 en tir de défense. Mais selon les éleveurs, malgré ces prélèvements, les loups seraient toujours plus nombreux. L'Office national de la chasse suspecte en effet l'installation d'une 4e meute entre l'Isère et la Savoie. En 2015, un cap a été franchi puisqu'on a eu 100% d'augmentation dans le nombre d'attaques. Pour vous dire les chiffres, c'était depuis 3 ans de 100 à 110 constats d'attaque sur le département. En 2015, on est passé à 210. Pour les défenseurs de la nature, c'est le loup, au contraire, qui est en danger. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à restreindre un peu les troupeaux pour qu'ils soient mieux protégés? Le loup, un peu, si je peux employer l'expression, c'est un peu quelque part le bouc émissaire de tout un ensemble de problèmes que peuvent avoir les éleveurs. En 2007, suite à une attaque de loup, Luc Etlin perd près de 500 têtes sur l'alpage de la Lausière. Il attend l'avis du Conseil de protection de la nature. Mais cet avis est seulement consultatif. C'est la ministre de l'écologie qui décidera au final si d'autres loups peuvent être abattus. En bref, la découverte à Grenoble de munitions d'armes de guerre dans un grenier, plusieurs chargeurs de fusils d'assaut notamment. C'est le bailleur social de l'immeuble qui aurait alerté la police. Ces munitions appartiendraient à un ancien militaire d'après les enquêteurs. Si la neige est bien tombée ces derniers jours sur les Alpes, ce n'est pas le cas partout cette année en région Auvergne-Rhône-Alpes. En Ardèche, par exemple, dans la station de la Chavade, les scolaires qui viennent apprendre le ski de fond doivent se contenter d'un domaine réduit. Élodie Brotte, Mathias Julien. Pour le moment, ça fait que des hauts comme ça, que des ovales la boucle. On ne fait pas toute la piste. Pour ces collégiens venus de Lozère, le ski de fond se limite à quelques dizaines de mètres de piste. La Chavade, une oasis de neige située à 1400 mètres d'altitude. Une fois par semaine, la section sportive du collège de Langogne vient s'entraîner. Pour Cyril Monnier, le professeur de sport, le faible enneigement n'empêche pas de progresser. On a presque tout. On peut descendre, on a une petite montée, des virages, un stade de biathlon. Donc non, pour bosser, c'est nickel. Hein. Nickel. Plus de neige, ce serait parfait. Ah bah oui, oui. C'est vrai que si tout l'hiver, si on devait faire tout l'hiver comme ça, à un moment donné, on tourne en rond, on est quand même tout le temps sur le même site. Cette neige, c'est tout ce qu'il reste de ce canon acheté cet hiver par la station. 25 000 € d'investissement pour assurer un minimum d'enneigement. Plus il fait froid et mieux c'est, mais autour de moins 3, moins 4 degrés, on commence à produire de la neige. Il n'a pas beaucoup servi parce que des températures ne permettent pas de fabriquer. Située en Ardèche, aux confins de la Lozère et de la Haute-Loire, la station de la Chavade attire de nombreux scolaires. C'est ici, bien souvent, que l'on chausse les skis pour la première fois. En temps normal, on a 250 gamins sur le site, un jour comme aujourd'hui. Les jours ouvrés scolaires, ouais, on a 4-5 bus tous les jours. Et là, malheureusement, il y a beaucoup d'annulations parce que l'espace n'est pas suffisant. Il ne reste plus qu'à attendre les prochaines chutes de neige. Elles sont annoncées pour ce week-end. Et on reste à la neige avec la suite de notre série consacrée cette semaine au ski de randonnée. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'aspect compétition avec la Crève-Cœur, une course en pleine nuit organisée à Combloux en Haute-Savoie. Reportage Françoise Gué, Dominique Semet. Combloux, 17h, le brouillard emmaillote les chalets de la station. C'est l'heure du chocolat chaud devant la cheminée, mais pas pour tout le monde. Ici, c'est le rush pour s'inscrire à la Crève-Cœur. On était à 130 tout à l'heure, sachant qu'il y a encore des inscriptions de dernière minute, donc on espère arriver jusqu'à 150 à peu près. La Crève-Cœur, une course de ski alpinisme qui se déroule après le boulot et où l'on participe pour des raisons pas toujours avouables. J'avais pas envie de faire les devoirs avec les enfants. Voilà, c'est lâche. Hein. Non, parce qu'on aime ça, parce qu'on habite là, parce qu'on est mieux là que devant la télé, et puis voilà. 19h sur la zone de départ, derniers échauffements, avec ou sans les skis. Là, remonter la pente en courant juste avant le départ, pourquoi ? Ah bah si on y attaque tout froid, on vaut mieux en prendre de la première bosse, et puis après on galère pendant 1 heure.
Mais qui sont ces mazos qui, à l'heure de l'apéro, troquent les pantoufles pour un dossard? Surprise, ici l'élite côtoie les amateurs. C'est une première parce que voilà, il est temps de s'y mettre. J'ai décidé d'essayer. Un truc entre frérots. Voilà, exactement. Ouais. Vous allez jouer la gagne entre vous deux? Ouais, peut-être entre nous deux, mais ce sera tout. Ouais. On prépare les grandes courses, comme ça permet de faire des entraînements et du fractionner sur des épreuves un peu plus courtes. On a commencé les Coupes du Monde, donc c'est vrai qu'entre les courses, c'est vraiment plus de l'entretien et un peu de récup. Donc voilà, il faut pas trop en faire. 2, 1, c'est parti! Pas trop en faire, facile à dire, la Crève-Cœur porte bien son nom. Pour le plus long des deux parcours, une montée sèche de 6 km sur 800 mètres de dénivelé. À chacune de trouver son rythme. Bonjour à la caméra. Allez, bravo. On s'amuse bien. On souffle un peu quand même, faut pas croire. Vous êtes là entre copines. Voilà. Exactement. On en a un petit peu derrière, un petit peu devant quand même. Ce type de course, ski de rando en compétition, avec ou sans descente, c'est ce qu'on appelle du ski alpinisme. Entraînement pour les pros, découverte pour les moins pros. Les épreuves se multiplient un peu partout dans nos massifs et suscitent de plus en plus d'enthousiasme. C'est festif, il y a une bonne ambiance. Et pour notre sport, ça permet à tout le monde de participer, de mélanger tous les niveaux. Et voilà. Envie de recommencer? Oui, mais avec des skis plus légers. Et puis sur la grande peut-être la prochaine fois. Voilà. À côtoyer les champions. Ouais voilà, juste les côtoyer. Bienvenue. 40 minutes pour Mathéo, le double pour les derniers et malgré la fatigue, déjà l'envie de recommencer. Enfin, pas tout de suite. Allez, retour à présent sur l'accident très spectaculaire de Loris Baz. Vous avez peut-être vu ces images si vous êtes fan de moto. Le pilote au Savoyard participait la semaine dernière à des essais sur le circuit de Sepang en Malaisie lorsqu'un pneu de son deux roues a explosé. Loris Baz a chuté à près de 300 km/h avant de glisser pendant de longues secondes sur le bitume. Il s'en sortira seulement avec quelques égratignures. Loris Baz, bonjour. Vous êtes l'invité du Journal des Alpes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez beaucoup revu ces images ? Oui, bien sûr, on les regarde, elles tournent en boucle sur les réseaux sociaux, donc on les voit forcément. Qu'est-ce qu'on ressent quand on revoit ces images? On revit la peur qu'on a eue à ce moment-là? On n'a pas vraiment le temps d'avoir peur sur le moment, parce que ça se passe vraiment très vite et on n'a pas vraiment le temps de comprendre ce qui nous arrive. Après, il y a peut-être un moment de peur après, mais c'est surtout... Elle est rétrospective, la peur, au moment où voilà, ça arrive. Après, on se rend compte que ça aurait pu mal tourner, mais voilà, je me sens surtout chanceux. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé précisément? On le disait, il y a un pneu arrière de la moto qui a explosé. On connaît la raison? Non, la raison, on ne la connaît pas encore exactement. Le pneu, il est en analyse chez le manufacturier. Et voilà, c'est sûr que c'est le pneu qui a explosé. Donc à cette vitesse-là, on ne peut pas faire grand-chose pour contrôler la moto. Et voilà, je m'en sors bien après. Voilà, vous en sortez bien, notamment grâce à l'airbag. Hein. Expliquez-nous un peu comment ça marche, l'airbag que vous avez, je crois, dans le dos, c'est ça? Voilà, dans la bosse de notre combinaison, il y a un nouveau système depuis quelques saisons. C'est un airbag avec un capteur gyroscopique qui détecte quand on est en train de tomber. Il se déclenche tout seul, hein, vous n'avez rien à faire. Non, il se déclenche tout seul et il s'est déclenché avant mon impact au sol. Donc je pense que c'est en grande partie grâce à ça qu'il n'y a aucune fracture. Alors après, vous glissez plus de 6 secondes, je crois. Là encore, on a le temps de penser un peu ou pas du tout, ça va trop vite? Non, c'est surtout à ce moment-là qu'on a le temps de penser parce que ce n'est pas un endroit où c'est habituel de tomber dans une ligne droite. Dans des virages, il y a des dégagements. Sur une ligne droite, on est entouré de rails et de murs, donc on espère surtout de ne pas aller taper dans un mur ou que la moto alors il y a revienne. La moto à un moment qui revient aussi. Voilà, que la moto revienne nous faucher. Après, on y pense, mais on ne peut pas vraiment faire grand-chose pour éviter ça. Alors vous en sortez, on va dire, un peu miraculeusement, hein, seulement quelques contusions, c'est ça? Voilà, c'est ça, juste un bleu sur un coude. Pour une chute comme ça, je m'en sors bien. Et après, vous remontez quelques heures après, il y en a qui auraient arrêté. Pourquoi vous remontez aussi rapidement sur la moto? C'est à partir du moment où on a compris la raison de la chute, il n'y a aucune raison qu'elle arrive une seconde fois. Ce type de pneu a été enlevé pour les 3 jours de test. Donc voilà, après, moi, c'est mon métier, c'est ma passion depuis des années. Et maintenant, c'est mon métier, donc il faut remonter le plus vite possible pour oublier ça. Cet accident, il va servir notamment aux techniciens, peut-être pour améliorer encore la sécurité? Oui, bien sûr, ça a été déjà le cas. À partir des prochains essais, on va avoir les valves électroniques pour contrôler les pressions.
pour pas que certains teams aillent en sous-pression. Et après, bien sûr, ça va servir aux manufacturiers pour améliorer le pneu, pour pas que ce genre d'accident se reproduise. Voilà, vous repartez très vite pour de nouveaux essais et en mars, la première course, c'est ça? Voilà, le 20 mars, la première course au Qatar. Voilà, merci. En tout cas, on suivra bien évidemment la suite de votre saison. Merci d'avoir accepté notre invitation. Direction Genève à présent pour cette exposition baptisée Microcosme. Elle vous permet de pousser les portes du CERN, le plus grand laboratoire de physique de particules au monde. Regardez. Embarquement pour un petit voyage dans le temps. Les visiteurs remontent jusqu'à la naissance de l'univers, le Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années. Ce mystère est au cœur de l'atome. Il stimule les expériences menées par le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. L'exposition met à la portée du public les dernières découvertes et leurs mécanismes. Le visiteur peut interagir avec les ordinateurs, peut piloter soi-même les machines, faire entrer en collision les protons au cœur des expériences. On est aussi guidé par des vrais gens du CERN. Donc on rencontre des physiciens, des ingénieurs, des techniciens qui font ces machines et qui les pilotent. Alexandre Zabi est physicien. Plusieurs milliers de scientifiques de toute la planète participent à l'aventure. Voici leur laboratoire. Un anneau de 27 km à la frontière franco-suisse, près de Genève, à 100 mètres sous terre. C'est le plus puissant accélérateur de particules au monde. Il provoque des collisions entre des milliards de protons à la vitesse de la lumière. C'est ainsi qu'a été détecté le fameux boson de Higgs, une découverte majeure. Le boson et le champ de Higgs éclairent l'origine de la masse et donc de la matière. À travers ces collisions, on essaie d'expliquer les interactions fondamentales de l'univers, celles qui sont responsables de l'évolution de l'univers depuis le Big Bang à ce qu'il est aujourd'hui. Et ce qui est incroyable, c'est d'expliquer aujourd'hui que la masse des particules elles-mêmes sont issues d'une interaction avec quelque chose. Elle vient de l'interaction des particules avec ce champ de Higgs. Marta Baiko est ingénieure. Cette Hongroise incarne le credo maison. Pour explorer l'infiniment petit, il faut déployer une gigantesque machinerie. Cet atelier met au point les milliers d'aimants qui jalonnent l'accélérateur. Les plus gros mesurent 15 mètres pour 27 tonnes. Les aimants, ils sont là pour tenir les particules sur un rayon circulaire de la machine ou ils peuvent être là aussi pour focaliser le faisceau des particules. La puissance de l'accélérateur est régulièrement renforcée. Les chercheurs en ont besoin pour vérifier leurs nouvelles théories. Le boson de Higgs avait été conceptualisé en 1964. Il n'a été identifié formellement que 48 ans plus tard, le 4 juillet 2012. Encore une information à découvrir sur notre site internet. La coupure de la RD 215 à Ossois en Savoie. Un bloc est tombé sur la chaussée. Tous les détails sur alpes.france3.fr. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, puis l'édition nationale. Ce soir,